ne le regardent pas ce débat politique comme une affaire de leadership. C'est ce qui garantirait la réussite de ce défi que la nouvelle Centrafrique est en train d'affronter. Eh bien, on va parler également de la réforme monétaire. Cette réforme monétaire qui s'est installée en République centrafricaine, n'est-ce pas définitivement ce qui manque à l'Afrique? Non, c'est l'un des aspects fondamentaux de la reprise de la souveraineté de nos États, le problème monétaire. Bon, tout ce qui peut, aujourd'hui, concourir à l'abandon du franc CFA, franc colonial et néocolonial, doit être prise au sérieux, doit être regardée avec beaucoup de sympathie. C'est le cas de la nouvelle monnaie en République centrafricaine, de la volonté de la consolider dans cette région de l'Afrique, parce que c'est vraiment une région de la Centrafrique. C'est très très grande. Je crois qu'il faut appuyer le gouvernement centrafricain dans ces démarches-là. Bien sûr que ça ne sera pas facile. Vous voyez, bon, on ne balaie pas d'un petit coup de main ou pas une baguette magique des décennies ou des siècles de domination, de colonisation, de néocolonisation. C'est pas facile. Les handicaps sont importants. Les coûts que pourraient porter ceux qui vont perdre leur domination en Afrique, essentiellement la République française, la France, tout cela, il faut savoir que ça ne va pas du tout être facile. C'est pour ça qu'il faut une solidarité nationale et panafricaniste. C'est pour ça que aujourd'hui, les dirigeants de l'opposition, des oppositions progressistes, révolutionnaires et panafricanistes, doivent sortir un peu du cadre restreint de leur pays et voir l'avenir de notre continent qui se joue là. Il y a de nouvelles donnes. Voir cet avenir en commun. Dire que ce qui se fait en RCA, au Mali, en Guinée, au Burkina, nous concerne, nous interpelle, et au-delà du soutien qu'on peut apporter à ces démarches-là, commencer nous aussi à réfléchir à comment pourrait se traduire chez nous cette vague de bataille pour la nouvelle souveraineté africaine. Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Vous devez remarquer que la nouvelle indépendance est placée avant la démocratie. D'accord, parce que l'important est d'abord d'être indépendant avant que de penser à une démocratie. Mais quand on parle de démocratie, justement, Anissé Kane, c'est démocratie typiquement de celle qui a été importée, celle dont le continent a hérité, ou alors une démocratie faite réellement par le peuple, mais cette fois-ci par le peuple africain. Vous savez, le concept a beau être universel, ça dépend comment il se met en place. Oui. Ce qui s'est passé en 90, c'était le résultat de la solution progressive du conflit Est-Ouest. La fin du mur de Berlin, le fait que l'URSS a été démantelé, tout cela a permis au capitalisme occidental de trouver une porte de sortie pour se réformer en Afrique. Ça a été donc le discours de Ball, ça a été le lancement de la démarche de la mise en place des partis, du multipartisme. Mais bon, entre le multipartisme administratif et un processus véritablement démocratique qui permettrait à ce que s'écroulent ces empires néocoloniaux, il y a un pas. Il y a un fossé, je veux dire, il y a un fossé. Donc, je pense que, bien qu'on a avancé en 90-91 avec le retour au multipartisme et dans un projet démocratique, il y a eu beaucoup de freins des puissances néocoloniales, contrairement à ce qu'elles disent,
pour que cela soit bien contrôlé, que ce soit bien cantonné, que ce soit bien suivi par la France et que le rapport de force entre la France et nos pays ne soit pas changé pour qu'il continue allègrement de piller notre continent, d'intervenir dans l'avenir de nos pays, etc. C'est en cela qu'il y a des vices dans ce processus démocratique parce que ce n'est pas une révolution démocratique faite par un peuple. Ça a été, je vais dire, une forme d'adaptation de la néocolonie par des oripeaux d'un concept universel. Eh bien, pour revenir peut-être à la réécriture de cette constitution en République centrafricaine, on a vu des remous, on a vu des vents de contestation aussi bien de l'opposition que même du Conseil constitutionnel. Alors, selon vous, une opposition qui vit pour les desiderata du peuple devrait-elle s'opposer à ce type de changement, à ce type, je vais dire, de révolution? Mais non, vous savez, la politique qui ne se fait pas avec des ressentiments ou des sentiments, avec des projets, des idées. Toute bataille politique a des arrière-pensées. Vous imaginez qu'il y a des concurrents au régime actuel, des gens qui voudraient installer un autre régime à la place de celui-ci. Vous savez aussi que la Centrafrique s'est caractérisée par des revirements de situations extraordinaires et que ça a laissé des traces. Il y a eu beaucoup je vais dire, d'échanges entre les différents courants de l'opposition. En Centrafrique, on a été opposant aujourd'hui, et 10 ans avant, on était au pouvoir. Oui. Donc tout ce bouillonnement... Mais est-ce que ça ne se fait pas finalement un peu de partout? On le voit au Tchad aujourd'hui avec les anciens opposants qui ont des postes de responsabilité. C'est en cela qu'il y a une difficulté. Parce que le traçage idéologique est peu perceptible. Oui. Et les masses s'y perdent. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est important que, même si l'opposition a une synergie, doit avoir une synergie d'action, qu'il y ait quand même des traçages idéologiques, qu'il y ait des repères idéologiques. Au Cameroun aujourd'hui, il y a en gros 2 groupes dans l'opposition. Il y a l'opposition au Joulatis, c'est-à-dire que c'est qui a le moule. Oui. Vous savez, mais c'est des faits. 95% des cadres de tous les partis qui ont été partis de l'opposition après 90 sont issus du moule du RDPC, avant UNC et UIC. Le principal responsable de l'opposition dans les années 90, en 1988, il venait d'être battu au sein du RDPC. Oui. C'est la réalité des faits. Le parti unique, toute la période non partisane et sectaire, a moulé l'élite politique de notre pays. Et quand on sort de moule, il faut aller dans un autre moule pour être transformé. Donc il y a cette opposition aux julatistes. C'est vrai qu'il y a eu des rapprochements pour l'intérêt du pays. Et il y a l'opposition nationaliste, et progressiste et révolutionnaire. Donc il y a des traçages idéologiques. Ce qui, dans d'autres pays, comme par exemple en Centrafrique, n'est pas aussi évident. Ça a des atouts, ce traçage idéologique, oui. Ça a aussi des handicaps. Parce que, à partir du moment où il y a des suspicions de part et d'autre entre l'opposition de l'ancien régime qui a peur de se faire noyer par la nouvelle opposition progressiste, oui. Et vice-versa, ça crée des difficultés à s'organiser ensemble. Ça crée des oppositions, des contradictions. Mais ce n'est pas l'apanage uniquement de l'Afrique. Vous savez, en France, tout ce qui est considéré comme mouvement gaulliste aujourd'hui, oui. Il est parsemé, il est parcellaire entre Sarkozy, le chabaniste, Fillon, l'ancien Premier ministre,
etc., ben, le parti de l'ancien président Chirac, tout ça, ils sont issus du moguliste. Mais ils ont des contradictions extraordinaires qui vont jusqu'à des oppositions à l'Assemblée qui ne permettent pas aujourd'hui, par exemple, au gouvernement français de faire passer les lois et est obligé de passer par le 49.3. Donc, ce n'est pas uniquement le fait en Afrique. Oui. L'histoire a l'avantage de formaliser des contradictions. Et c'est même cette histoire aussi qui cherche à résoudre les contradictions qu'elle a formatées. C'est une dynamique dialectique. Il ne faut pas s'en émouvoir. Il faut seulement chaque fois avoir pour vision, pour objectif, pour comme lanterne, l'intérêt du pays et l'intérêt de ses habitants. Avec ça, on peut toujours essayer de travailler ensemble. Et justement, quand vous parlez de l'intérêt du pays, vous parlez de l'intérêt des habitants. Ça me donne justement de vous poser la question, est-ce qu'aujourd'hui on veut être opposant pour être opposant, ou alors il suffit, ou alors je vais dire, il est peut-être aussi important d'être opposant, mais de travailler avec le gouvernement pour implémenter justement les pensées de l'opposition, puisqu'on reproche au gouvernement, aux différents gouvernements en place de mal faire le travail. Est-ce qu'il ne faut pas s'infiltrer à l'intérieur pour pouvoir être un peu plus productif? L'entrisme, c'est-à-dire le fait de penser que le fait de traverser la rivière dans l'autre côté, oui, avec ses belles idées, on va tout changer. C'est un leurre. C'est un leurre. Parce qu'on n'a pas affaire à... On a fait une machine structurée. Oui. On a fait un régime qui a un comportement autonome. Si vous prenez un ministre suédois, vous le mettez au gouvernement ici au Cameroun, il va détourner le fonds, comme ce qu'ils font ici. Prenez un ministre camerounais, vous le mettez dans le gouvernement suédois, il ne pourra pas détourner. Parce que la structure de l'État, la nature de l'État est telle que les détournements sont minimisés. Parce que tout est fait de telle sorte que on ne donne pas la possibilité à ceux qui ne regardent pas l'intérêt du pays à pouvoir détruire le pays. C'est la même chose ici. Il arrive un moment où la pression du populaire, des problèmes de gestion et de direction d'un pays comme le nôtre, qui n'arrive plus à être géré, maîtrisé par un gouvernement sectaire comme celui du RDPC. Et que pour l'intérêt du pays, il soit contraint d'ouvrir à nos nouvelles forces politiques. Oui, on appelle ça un gouvernement d'intérêt général, un gouvernement national, tout ce que vous voulez. Mais bon, si c'est des cooptations, prendre un tel, ensuite un tel, pour venir servir de gage ou de faire valoir que le gouvernement s'est ouvert à l'opposition. A tendu la main à l'opposition. Ça ne sert à rien, c'est pas ça. Lorsque l'intérêt du pays le commande, il est possible de se mettre ensemble d'une façon ponctuelle, conjoncturelle et limitée, avec un programme de gouvernement et des délais d'application de ce programme-là. Mais dire que bon, avec son leadership, son caractère mécanique, un disant l'opposition va aller changer ce qui se fasse en face. Tu fais en face, c'est des histoires. C'est des histoires. Il faut que la situation le permette. Ce sont les événements qui créent d'autres événements. Il faut que la situation du pays oblige ceux qui sont au pouvoir à s'ouvrir à d'autres forces politiques. Oui. Et pour cela, ça se matérialise par des compromis, par des politiques communes du gouvernement, par des objectifs communs, par des délais d'implémentation de ces objectifs, mais pas du genre, il faut que je vais aller là-bas pour servir mon pays. Bon, c'est un peu des trucs c'est un peu éculés. naïf. Oui, bon, personne ne se laisse pas tromper, ne s'y laisse plus tromper. D'accord.
Eh bien, on va sortir de ces sujets concernant les différentes oppositions, que ce soit au Cameroun ou encore tout simplement dans plusieurs pays d'Afrique. On a déjà eu à parler du dialogue national qui a eu lieu au Cameroun, mais également de la crise sociopolitique qui se vit dans le nord-ouest et le sud-ouest depuis 2016 déjà, et qui a fait plusieurs morts et près d'un millier de déplacés de ce côté-là. Eh bien, on parle à présent de la France-Afrique et on se pose la question: à quand le divorce? Sur le sol africain, évidemment, dans les pays francophones, on observe un sentiment, du moins comme l'appellent les Français, le sentiment anti-français. Ouais. On observe en tout cas une repulsion de la France, un vomi, un rejet total de ces tentacules, des partenariats, des accords. C'était une évidence, cette séparation de corps? Ben, vous savez, l'histoire nous enseigne que les opprimés viennent toujours à bout de leurs oppresseurs. Il n'y a pas un seul exemple où, de façon historique, dans un processus, oui, les oppresseurs ne viennent pas à bout les opprimés ne viennent pas à bout de leurs oppresseurs. Premièrement. Deuxièmement, je vous rappelle quand même que l'UPC a pris les armes pour forcer De Gaulle à donner l'indépendance au Cameroun et par la suite à plusieurs autres pays africains. Oui. Il y a donc la marque de l'UPC dans cette contestation anti-française. Je précise aussi que la plupart des mouvements de libération dans ces pays d'Afrique ont été plus ou moins à l'école de l'UPC, de l'ANC, en passant par le FLN, par les militants les lumumbistes au Congo démocratique et au Congo actuel, oui, au Gabon, en République centrafricaine, Barthélemy Boganda. C'est très proche des milieux UPCistes. Tout cela, mis ensemble, on était déjà dans une, comment j'allais dire, une dynamique qui allait tôt ou tard déboucher sur la contestation de la néocolonie, la néocolonisation française. Oui. Donc, je voulais dire que la France a été tout à fait naïve d'imaginer qu'elle va continuer comme si de rien n'était à décider de l'avenir du continent. Lénine disait souvent que le capitalisme creuse leur propre tombe. Il y a même, nous on a un proverbe chez les savants qui disent que c'est les Mapouliamo, mais son gostas, le criquet creuse lui-même sa propre tombe. L'impérialisme français a créé sa propre tombe, à savoir, elle n'a pas voulu s'adapter à la donne d'aujourd'hui, à savoir que les peuples africains veulent reprendre leur souveraineté et libérer le continent. Ce qui arrive, c'est que la vague de contestation anti-française, ce n'est pas un sentiment. La contestation repose sur des faits, sur des objectifs, sur la volonté politique d'en finir avec la domination mafieuse, funeste, scandaleuse, tout ce que vous voulez, de la France. Ce n'est pas un sentiment. C'est la matérialisation du ras-le-bol de cette politique qui a fait des dégâts extraordinaires sur notre continent. Et cette vague qui se forme là en Afrique de l'Ouest, elle est sur notre rivage. Je disais également dans une autre émission que Macron est venu en faire les frais. Et il y a même son ami, le président Biya, qui lui a plus ou moins fait savoir que, bon, monsieur, les temps ont changé. Lorsque le président français lui demande de condamner la Russie, Biya fait comme s'il n'a pas entendu. En fait, de lui dire que c'est pas votre problème, c'est le nôtre. Bon, ça a été une réponse diplomatique, sage, ben que si ça avait été nous, on lui aurait dit d'aller voir un peu dehors si on s'y trouve. Mais ça montre bien que le contexte a changé, que cette dynamique populaire va influencer même les rapports entre la France néocoloniale et ses affidés en Afrique, qui vont de plus en plus vouloir que la corde
se rompent ou soit lâchés, qu'ils aient un peu plus de mou et que de plus en plus, ce qui se décide dans nos pays ne soit pas uniquement de dictats qui viennent d'ailleurs. Et dans ce sentiment ou alors dans cette vague de contestation qui est d'ailleurs très légitime, comment comprendre que certains opposants, on revient encore sur l'opposition malheureusement puisqu'on parle un peu de politique au-delà de la géopolitique, eh bien comment comprendre que certains opposants dans les pays africains, notamment au Cameroun, on a vu certains opposants se déplacer pour voir le président français, les présidents français, que ça a été Nicolas Sarkozy ou alors le président actuel Emmanuel Macron, eh bien on a vu des opposants se déplacer pour aller parler de la politique camerounaise et prendre les avis. On voit également au Tchad par exemple, la France est tout le temps appelée à répondre par rapport à la situation actuelle de ce côté-là. On a dans plusieurs pays cela se passe. Comment comprendre? Est-ce que c'est une traîtrise ou alors... Vous savez, lorsqu'il y avait l'esclavage, il y avait les esclaves qui étaient contents d'être vendus. Qui étaient contents de leur sort, hein. Vous voyez, mais pour cela, moi je n'ai aucune espèce de compassion, c'est leur problème. Et puis il y a les esclaves qui se révoltaient, qui voulaient en finir avec l'esclavage, en finir avec l'oppression. Dans notre pays, il y a des Camerounais, des gens de l'opposition ou non, qui considèrent que c'est normal que tout soit décidé ailleurs. J'ai suivi encore une émission de télévision hier où un certain Messanga Nyamdi disait que bon, il n'y a pas de France-Afrique, que c'est comme les Camerounais n'ont qu'à se plaindre entre eux, que la France n'influence rien du tout, que la néocolonisation c'est de la foutaise, l'impérialisme français c'est de la foutaise. Oui, comme il y a les opposants messianiques qui sont en même temps oumistes, aïdoïstes, macronistes, et que sais-je. Hein? Ouais. Ou d'autres qui font le pied de grue au Quai d'Orsay, ministère des Affaires étrangères en France, pour se faire recevoir par le sous-fifo des sous-fifos, ou cherchent à rencontrer Macron qu'elle arrive ici, passe des heures pour être reçu par le dernier des conseillers de l'ambassade de France au Cameroun. Voilà. Il y en a qui pensent encore que l'avenir de ce pays se décidera à Londres, à Paris ou à Washington, et que pour être dirigeant potentiel dans ce pays, il faut se faire adouber par la France néocoloniale. Bon, c'est leur problème. Sauf que les peuples, aujourd'hui, n'entendent plus que ça se passe ainsi et n'ont plus peur de s'opposer ouvertement aux intérêts français, comme ça se fait en Afrique de l'Ouest, et que tôt ou tard, ceux qui ne vont pas s'aligner sur la démarche populaire seront balayés et jetés dans la poubelle de l'histoire. Avertissement à tous les pro-français de l'opposition camerounaise. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que rien que les vagues de contestation des peuples peuvent réellement en finir ou alors rompre totalement, sèchement, brutalement et définitivement avec ce lien France-Afrique, ou alors il faut compter sur des patriotistes, des patriotes dirigeants, ce qui manque cruellement en Afrique? Non, il y a des patriotes, vous ne pouvez pas dire ça, je vous ai rappelé tout à l'heure. Il manque à la tête des États. Oui, mais alors, oui, c'est vrai, mais puisqu'on est encore sous domination. Si on est encore sous domination, c'est qu'à terre nos États se trouvent encore des gens qui sont des amis, des affidés de cette domination, comme l'ont été Aïdjo et compagnie, jusqu'à présent. Mais n'oubliez pas que ce qu'on est en train de vivre là, c'est une révolution. Et les révolutions sont faites par le peuple. Ces révolutions sont populaires. Donc, indépendamment de ce que peuvent penser les actuels dirigeants en Afrique, cette révolution populaire de contestation de l'impérialisme néocolonial français va les balayer. Ça prendra le temps qu'il faut. Peut-être pas notre génération, ça prendra le temps qu'il faut, mais d'une manière ou d'une autre. C'est vrai, comme 2 plus 2 égale 4, la France, l'Afrique va retrouver sa souveraineté. Il n'y a aucune raison que ce que ont fait les Asiatiques, ce qu'ont fait les Chinois
ce qu'ont fait les Japonais, etc., n'arrive pas aux Africains au sud du Sahara. Voilà. On a l'impression quand même que pour rompre totalement et définitivement avec cette France-Afrique, il faut aussi se délier des accords secrets. Et on a l'impression que plusieurs chefs d'État esquivent cette question. Qu'est-ce qui peine à se mettre sur pied justement pour se libérer, je veux dire, de ces différents accords? Ces accords secrets étaient la condition sine qua non de leur maintien au pouvoir. C'est ça le compromis qu'ils ont accepté, ou la compromission exactement, qu'ils ont accepté pour rester au pouvoir, à savoir accepter ces accords néocoloniaux dangereux, nuisibles pour l'avenir de l'Afrique. Donc tant que aujourd'hui ils ne seront pas balayés par cette contestation populaire, ils s'accommoderont plus ou moins de ces accords, en les contestant sur certains aspects, par exemple. Et sur d'autres... difficilement, parce qu'ils sont liés par cette compromission. Aujourd'hui, l'ouverture de nos pays à d'autres puissances mondiales, telles que la Chine, l'Union soviétique, la Russie. Etc., montre bien que, bon, même au sein des équipes au pouvoir, il y a une tendance à ne plus faire totalement la part belle à la France. Et la France le sent. Je dis, Macron est venu en faire le triste constat. Ici. Il venait rappeler, il venait pour faire une piqûre de rappel. Il venait visiter sa plantation. Il venait visiter, comme le chef d'une plantation, de temps en temps, et qui ne vit pas là sur toute la plantation. De temps en temps, il fait la revue des troupes, il vient voir si tout se passe bien, si les fruits sont à la mesure de ses espérances. Il s'est rendu compte que sa plantation... elle a beaucoup trop grandi. Finalement. Elle a beaucoup trop grandi. Et il y a des velléités de contestation pour sa gestion. Voilà. Et il est parti précipitamment du Cameroun, alors qu'il devait prolonger sa visite. Ça n'a pas été facile pour lui. Et on le sent de plus en plus dans les pays africains, même ceux comme Macky Sall qui joue le jeu des Occidentaux, il est obligé de faire semblant parce que les peuples en Afrique de l'Ouest n'acceptent plus le diktat de la France. Et de plus en plus, ça devient évident avec la jeunesse africaine qui constitue 70%, sinon plus, de nos populations, que ce que leurs parents ont accepté de gré ou de force, ils n'accepteront plus. Eh bien, vous pensez donc que pour rompre avec ces différents accords, pour rompre définitivement avec cette France-Afrique, il faudra simplement de nouveaux dirigeants, puisque on comprend que voilà de nouveaux régimes. De nouveaux régimes dans populaires, les pays africains. Dans ce sens que ils ont l'adhésion du peuple, démocratique, dans ce sens que ils ont été élus par ce peuple-là. Troisièmement, panafricanistes, dans ce sens que ils feront l'avenir de l'Afrique dans le sens d'une synergie de nos différents peuples, qui souvent se côtoient ou se juxtaposent dans nos États. Tant que les nouveaux régimes qui vont se mettre en place ne seront pas dans cette dynamique, il y aura explosion. La multiplication des coups d'État, c'est l'expression d'un malaise dans les populations. C'est l'expression que malgré tout ce que tel a promis, n'a pas réalisé, la situation n'a pas changé. Les coups d'État ne sont pas des choses qui tombent du ciel. Ils sont la manifestation du mal-être, du mal-vivre des populations africaines qui de plus en plus ne se retrouvent pas dans les pouvoirs qui se succèdent à la tête de leurs États. D'accord, Anissé Kane. Eh bien, on va aborder notre dernière thématique dans cette émission qui touche d'ailleurs à sa fin. Grande-Bretagne, France, États-Unis gesticulent
autour des dirigeants africains, c'est que c'est pour mieux se positionner, pour mieux profiter des ressources internes, bien sûr, en Afrique. L'Afrique est-elle définitivement le champ de bataille des puissances néocoloniales? Mais vous savez, le principe, qu'est-ce qui guide ces puissances? C'est les richesses qui se trouvent en Afrique. Ouais. Ce n'est pas parce qu'ils aiment les Africains, ils n'ont rien à cirer des Africains. Ils ont marché par l'esclavage, par la colonisation, par la néocolonisation. Ils ont marché sur des milliers, des centaines de milliers de cadavres. Ils n'ont rien à cirer du bien-être des populations africaines. Ce qui les intéresse, c'est ce que regorge notre sol, la capacité qu'ils pourraient avoir d'avoir des marchés périphériques où couler leurs saloperies qui fabriquent en Europe. Donc, toute cette agitation, c'est qu'on est au centre de l'avenir du monde, dans le sens que on a déjà 8 milliards d'habitants. L'ONU l'a dit que cette semaine, on atteint 8 milliards d'habitants. La population va de plus en plus augmenter. Il faudra nourrir tout ce monde-là, surtout lorsque le capitalisme ne veut pas augmenter la part liée aux travailleurs et aux masses et met tout un système financier international, de la finance internationale pour noyer le reste de la population dans la précarité et le chômage. Je voulais dire par là que c'est pas l'avenir de l'Afrique qui les intéresse. Ce qui les intéresse, ce sont les richesses en Afrique. Et tant que les Africains ne vont pas s'organiser pour que ces richesses, nous puissions en disposer comme on veut, comme nous voulons, ben, ce sera toujours cette agitation autour de l'Afrique. Maintenant que la Chine, l'Union soviétique et les pays émergents, le Brésil, la Turquie, etc., rentrent dans cette bataille, ils sont très gênés. Ils sont très gênés. Oui. Et justement, on entre dans l'opération séduction pour contrecarrer la Russie, la Chine, l'Italie et puis le Brésil que vous avez cité tout à l'heure, mais beaucoup plus la Russie et la Chine sur le territoire africain. Donc le continent de toutes les richesses restera-t-il à tout jamais juste un objet de convoitise? Alors, dans l'Antiquité, j'ai vu Afrique, les puissances coloniales. Et vous sembliez y mettre la Russie. La Russie n'a pas colonisé l'Afrique. C'est pour ça qu'il n'y a pas la Russie dans la première partie de l'interpellation. D'accord. La Russie n'a pas colonisé l'Afrique. Bien au contraire. Oui. Les Russes ont aidé beaucoup de mouvements de libération en Afrique pour venir à bout de la colonisation. Et par exemple, en Angola, c'est grâce à Cuba que l'Angola n'est pas tombé aux mains des Américains et que le MPLA a pu venir à bout de l'UNITA. Donc, bien au contraire, la Russie elle a été le stabilisateur, sinon les États-Unis et les puissances coloniales occidentales auraient fait n'importe quoi en Afrique. La Russie a toujours été un stabilisateur, un tampon qui empêchait que l'Afrique ne soit pas complètement ruinée par ses puissances. La Chine également, les militants répressifs ont été formés de l'armée de libération nationale du Cameroun, l'ANK, ont été formés en grande partie en Chine. Donc la Chine aussi nous a aidés, même si après il y a eu les intérêts de l'État chinois qui a établi des relations avec le parti unique UNC ou RDPC, mais la Chine a participé au mouvement de libération du Cameroun en accordant l'asile politique aux combattants du UPC en l'informant et certains retournant au maquis à l'intérieur du pays. Donc on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité des gens qui sont des esclavagistes, des génocidaires en Afrique et la Russie
et la Chine populaire. Bien sûr, et d'ailleurs ce qui pourrait parfaitement et bien expliquer le pourquoi de cette envie de contrecarrer les deux puissances bien sûr économiques sur le territoire africain que sont la Russie et la Chine, parce qu'on a l'impression que c'est un schéma qui a envie de se reproduire. Alors ils jouent dessus et certains dirigeants africains ou cadres africains de l'opposition tombent dans ce piège en disant que on parle d'une néocolonisation à une autre. Mais non, c'est pas vrai. Tout pays sera amené tôt ou tard à étendre ses échanges avec les autres pays du monde entier, quelle que soit leur orientation politique. Et c'est dans ce cadre que la Russie, la Chine populaire, le Brésil, la Turquie, etc., investissent dans nos différents pays, avec le bonheur qu'on a souvent de voir que, généralement, ils gagnent des marchés de façon concurrentielle. Autant avant, ce qui déterminait l'attribution des marchés, c'est des réseaux mafieux, autant maintenant, la concurrence aidant, certains pays occidentaux ont été battus dans l'attribution des marchés parce que la concurrence progressivement s'installe dans les relations entre l'Afrique et le reste du monde. Donc ce n'est pas la même chose. De toutes les manières, en ce qui nous concerne, nous qui avons une formation et une philosophie UPCiste, l'UPC a toujours été neutre dans les conflits entre la Chine, par exemple, et l'Union soviétique. L'UPC a souffert du fait qu'elle n'a jamais voulu s'aligner, malgré des contributions de ces deux puissances amies, n'a voulu jamais s'aligner sur l'une ou pour l'autre. Pour l'une puis l'autre. Ça veut dire que donc, on a une philosophie, on a une histoire d'indépendance qui va au-delà de la lutte contre le néocolonialisme africain, mais vraiment une démarche indépendante lorsque nous entrons en contact avec d'autres puissances. Aujourd'hui, donc, en Afrique, on a vu, par exemple, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, peut-être en Guinée-Conakry, je ne crois pas, mais on a vu des peuples, des populations brandir des drapeaux russes. On a vu des populations brandir et des drapeaux russes et des drapeaux de la nation locale pour dire nous voulons absolument des coopérations, nous voulons absolument des accords entre ces pays. C'est dire que l'Afrique aujourd'hui, par la voix de son peuple, a choisi son nouveau partenaire parce qu'il... c'est nouveau, voilà, absolument. Parce qu'il voit absolument un bilan des résultats. Oui, il voit qu'il y a une différence d'approche de ces pays lorsqu'ils sont en Afrique. Et il n'y a pas cette condescendance esclavagiste, raciste que l'Occident avait vis-à-vis de nous. Lorsque Mandela est sorti du prison et qu'il allait faire une conférence aux États-Unis, un journaliste lui a posé la question de savoir que M. Mandela, comment vous pouvez être pour la liberté, pour battre pour la liberté d'expression, pour les droits de l'homme, et avoir des amis comme Cuba, la Libye, l'Union soviétique, etc. Et Mandela leur a répondu que, vous savez, vos ennemis ne sont pas nécessairement les nôtres. Nous avons le droit de choisir parmi nos amis ceux qui sont vos ennemis. Et nous, nos amis, on les choisit en fonction de ce qu'ils nous ont apporté comme contribution et aide lorsque la situation l'imposait. Et les pays que vous avez cités ont aidé l'ANC à se sortir de l'isolement. C'est pareil aujourd'hui. Il faudrait que les Africains choisissent leurs partenaires en fonction des intérêts des Africains. Pas du fait de l'histoire qu'on a eu. On dit le peuple français, le peuple camerounais sont des peuples amis historiquement liés par l'histoire. Oui, mais quelle histoire? C'est justement cette histoire qu'on voudrait mettre au clair, à savoir la reconnaissance du génocide au Cameroun, la repentance et éventuellement des dédommagements
des réparations pour ce que la France coloniale, néocoloniale a fait dans nos continents. Il le refuse dans notre pays, il le refuse. Alors comment voulez-vous continuer dans cette coopération avec des ondes d'ombre sur l'histoire de cette relation historique ancienne? Voilà, ça pose un problème. Oui. Les réconciliations, la perpétuation d'une collaboration doit toujours se faire dans la clarté et la vérité. Oui, et justement, on en parle de cette question mémorielle. En Afrique, on a le Cameroun, pas seulement, on a également l'Algérie. On se rend compte que eh bien, la reconnaissance, elle n'est pas encore au rendez-vous, mais les coopérations, les accords se multiplient tout de même. Oui, en Algérie, ils sont bien avancés. La France était obligée déjà au moins d'accepter qu'il y avait une guerre coloniale en Afrique. En Algérie, ils l'ont reconnu au Rwanda. Ils ont reconnu le génocide arménien. Il est grand temps qu'on le reconnaisse chez nous, au Cameroun également. Au Cameroun, avec l'assassinat mondial, avec les pays occidentaux, se passe, où la nouvelle se met sur des bases claires, où chacun sait ce qui s'est passé, ce qui faut oublier, ce qu'il ne faut pas, etc. Et je pense que les Occidentaux ne s'en sortiront pas. On va y arriver. Peut-être pas nous, puisque les enjeux sont énormes et qui ne lâcheront pas aussi aisément leurs prérogatives, qui sont basées essentiellement sur le mensonge et la manipulation. Oui. Mais ça se fera. Moi, je suis très confiant. La jeunesse africaine qui arrive là ne va pas accepter ce que les générations auparavant, dans le passé, ont accepté. Ça ne se passera pas comme ça. Les prémices de cette contestation qui monte, comme un tsunami qui monte vague après vague, sont là en Afrique de l'Ouest. Et ça va se généraliser au fur et à mesure que les jours vont passer. Vous verrez qu'en Afrique, l'heure de la libération a plus ou moins sonné. Oui. Et puis on va peut-être terminer par cette question. Il nous a été donné de constater que certains estiment que la politique dans la zone CEMAC n'est pas la même que dans la zone CEDEAO ou alors autre chose. Donc on a bien l'impression qu'il y a ce vent, cette ardeur du côté de l'Afrique de l'Ouest. En Afrique centrale, ça semble aller au petit pas. Alors, je dis souvent qu'il y a une certaine explication. Oui. Dans nos contrées, par exemple, regardez la situation au Cameroun, malgré la répression sur les UPCistes, malgré le parti unique, le tissu social, le tissu corporatiste n'a pas pu, pas malgré, dans ce contexte de répression, n'a pas pu survivre au parti unique. En Afrique de l'Ouest, les syndicats ont été généralement maintenus, les associations ont été maintenues, le tissu associatif religieux joue un rôle important dans les pays d'Afrique de l'Ouest, beaucoup plus important qu'il ne joue au niveau de l'Afrique centrale. De telle manière que la communauté religieuse et son leadership favorisent la mobilisation de la population. Donc, permettent que la contestation soit mieux organisée que dans des contrées d'Afrique centrale où ces éléments subjectifs religieux, associatifs, n'ont pas survécu au parti unique. Aïdjo a tout fait interdire ici. Le Ngondo, les actions culturelles, tout était... les syndicats ont été unifiés. Donc vous voulez dire que l'Afrique de l'Ouest, elle est un peu libre d'expression d'une certaine manière, l'Afrique centrale est complètement muselée. Le tissu social, oui. Les réseaux sociaux, oui. L'interconnexion dans la société, les relais ont survécu au parti unique dans ces différents pays. Ce n'est pas le cas en Afrique centrale. Tout avait été cadenassé, muselé, pas de syndicat, pas d'association,
même les actions sportives étaient contrôlées. Donc il y avait un cadenassement beaucoup plus important qu'en Afrique de l'Ouest, et l'élément religieux joue beaucoup plus dans ces contrées d'Afrique de l'Ouest qu'il ne joue au niveau de l'Afrique centrale. Donc ça donne un peu du tonus à la contestation, ça donne un peu plus d'organisation, de structuration à la contestation dans ces pays de la CEDEAO, beaucoup plus que dans les pays d'Afrique centrale. Eh bien, donc, il faudrait peut-être aussi sortir de ces cadenas, puisque ce n'est plus totalement le cas aujourd'hui. Oui, non. On est là pour ça. Oui. Je pense qu'il faut continuer, on a bon espoir. Le problème de notre pays, c'est que la classe politique dans notre pays est moulée dans le joulatisme. C'est-à-dire que autant dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, le syndicalisme a forgé les militants et les dirigeants. Ici, dans notre pays, par exemple, il y a très peu de cadres politiques, encore moins de présidents de partis, qui aient un parcours politique. La plupart sont devenus ils sont tombés comme un cheveu dans la soupe. Politique après la retraite, avant ayant été fonctionnaires, parce qu'ils ont été déçus par le RDPC. Ce n'est pas des démarches volontaristes, idéologiques qui les ont amenés à la politique. Et révolutionnaires qui les ont amenés à la politique. C'est des incidents, c'est des événements où ils se sont mal à l'aise. C'est des déçus, c'est des révoltés. Ce n'est pas des révolutionnaires. Donc, c'est des frustrés. Des frustrés de la société qui ont des... Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur Anissé Kane. Et c'est moi qui pose les questions, d'ailleurs. Non, mais je dis que vous les connaissez bien. En tout cas, merci pour ce moment avec vous, justement sur ce plateau. On a eu à faire le tour aussi bien du dialogue national au Cameroun que la crise sociopolitique qui se vit dans le nord-ouest et le sud-ouest, sur votre regard sur vos collègues et confrères hommes politiques au Cameroun et même en Afrique, que ce soit en Afrique centrale ou encore en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud. Eh bien, on a parlé également de la relation France-Afrique, cette relation qui est brisée depuis longtemps, mais dont l'un des conjoints continue de forcer un peu le mariage. Ouais. Et bien, on a terminé par la bataille des anciennes puissances, ou alors des puissances néocolonialistes, que sont peut-être la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis, en Afrique bien sûr, et on a pu sortir par la relation Russie-Afrique et Afrique-Russie. Merci de nous avoir donné de votre temps, et merci également à nos techniciens qui ont eu à produire cette belle émission. Nous n'oublierons pas de remercier le public, peut-être avant de partir. Eh bien, je regarde, nous avons environ peut-être 2 minutes encore. Oui. Au Sénégal, il y a une langue qui est suffisamment parlée par presque tous les hommes politiques et presque tout le peuple. Au Nigeria, je pense que c'est pratiquement la même chose. Dans plusieurs autres pays, on s'exprime avec une langue. On réussit à parler politique. Et d'ailleurs, quelque chose qui a attiré mon attention au Sénégal, c'est les noms des partis politiques qui touchent directement à la culture, à la souche, non pas aux ethnies, mais à la culture. Est-ce que vous pensez qu'un jour, l'Afrique réussira ce pari de se rattacher à ses sources, à sa culture, pour pouvoir sortir définitivement? Mais c'est ça, oui. C'est ça la libération de l'Afrique. Il y a la libération politique, culturelle, sociale, tout ça. Vous savez... économique. Économie, bien sûr. On était en 1980... déjà, nous, on préconisait, en ce qui concerne le Cameroun, la décentralisation régionale en 4 grandes régions, le Grand Nord, avec les 3 provinces septentrionales, le Grand Ouest avec le Nord-Ouest et l'Ouest, le Grand Littoral avec toute la bande côtière, et le Grand Sud, le Grand Centre avec l'Est, le Sud et le Centre.
avec des langues régionales. C'était le Mendumba pour la région de Grassfield, le Foufoulé pour le nord, le Léondo pour le grand centre et le Douala pour le grand littoral. Et des langues de communication Oui. avec l'extérieur qui serait l'anglais, et envisager, après une décennie ou 2 décennies, une langue nationale qui pourrait être soit le Swahili, soit la Hausa, qui sont parlés par des centaines de millions d'Africains. Tant que nous ne sortirons pas de cet étau néocolonial, de cette acculturation, de cette aliénation, ben, vous savez, il n'y a pas que la religion qui a, le chrétien qui a aliéné les gens. Il y a ce fait-là d'être obligé, pour que nous parlions en tout cas, d'utiliser la langue d'un autre ou les langues des autres. C'est ahurissant, mais bon, c'est l'histoire qu'il a fait. Et le Cameroun, avec ses centaines d'ethnies et de langues, pourra y arriver. Mon camarade de classe, le professeur Taladjou, malheureusement de côté mémoire, avait déjà fait des études, je suis sûr qu'elles ont été continuées par d'autres chercheurs, montrant qu'on peut arriver très facilement à des groupes de langues qui s'apparentent, contrairement à ce qu'on raconte qu'on ne peut pas, tous ceux qui pensent le Cameroun en repli communautariste en Bantoustan, qu'on ne peut pas arriver à avoir une conscience nationale, une vision nationale. On peut très rapidement, vous savez, en 10 ans, si nous, là, on est sur des langues régionales, en 10 ans, une génération parlera les 4 langues dont je viens de vous parler maintenant. Et forcément, ça va gagner du terrain et éliminer l'obligation de parler français ou anglais dans notre pays. L'obligation. C'est-à-dire vraiment que des gens d'une même culture, parce que le Cameroun a une culture quand même qui existe, il y a beaucoup de similitudes, qu'on soit obligé de parler le français et l'anglais pour nous comprendre. C'est un fait, mais c'est ahurissant. Merci Anissé Kane. Je rappelle que vous êtes un homme politique camerounais. Vous êtes le président du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Cette émission, elle s'achève tout de suite. Vous l'aurez peut-être constaté, pas d'atténuation dans le langage du président du Manidem, mais également un peu de provocation mène donc à la vérité, disons-le ainsi. Allez, merci à vous de nous avoir prêté votre temps, de vous être prêté au jeu de questions-réponses sur For You Télévision. Le point du guest, c'est terminé. Rendez-vous mercredi prochain pour un tout nouveau numéro. Restez en compagnie de nos programmes. C'est